La grande interview sur BFM Business. Allez, 18h46, retour dans la grande interview sur BFM Business. Voici un plaidoyer en faveur de l'auto, contre l'auto-bashing ambiant. Il est signé d'un acteur de premier plan de la profession qui est avec nous. Alors en visio depuis Lyon, c'est le directeur général de Point S Group, Christophe Rollet, qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Rollet, bonsoir, merci d'être avec nous. On voit votre ouvrage, il vient de sortir il y a quelques semaines je crois. Laissez-nous rouler sans stress, c'est aux éditions Descartes et compagnie. Parce que vous dites, bah oui, on a beaucoup entendu les constructeurs et finalement assez peu les réparateurs. Ça s'appelle Laissez-nous rouler sans stress. C'est quoi? C'est votre contribution à la lutte contre l'auto-bashing et ambiant. Qu'est-ce que c'est, Christophe Rollet, exactement? Mais tout d'abord, c'est la voix d'un acteur important du marché de l'entretien automobile, puisque Point S est très présent en France et dans le monde, puisqu'on a plus de 6000 points de vente dans le monde. Oui. Et je pense que beaucoup de personnes n'ont pas été assez entendues sur ce dossier de la voiture et de son lien avec l'environnement. Tout d'abord, les constructeurs, vous y faisiez allusion, n'ont pas été, je pense, assez entendus par la Commission européenne, qui leur a imposé un cahier des charges avec une date limite, vous la connaissez, c'est 2035, pour le tout électrique, l'ensemble des véhicules mis à neuf sur le marché en électrique. On va peut-être revenir dessus, Monsieur Rollet, si ça se trouve. C'est loin 2035 encore pour l'instant. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est impensable et impossible à tenir. Et on sait d'ores et déjà que cette date sera forcément repoussée. Ça, c'est un premier point. Oui. On aurait peut-être dû, la Commission européenne, davantage écouter les constructeurs. Par ailleurs, et comme nous sommes un réseau de proximité avec nos clients, on n'a pas assez entendu non plus les acteurs de l'entretien et puis les consommateurs également. On a voulu finalement, sans faire exprès, opposer une démarche environnementale avec une problématique de pouvoir d'achat, créant quelque part, victimisant et rendant coupables tous ceux qui ont une voiture aujourd'hui, alors que c'est quand même leur premier moyen de locomotion, à la fois dans les grandes agglomérations, parce que tout le monde ne se déplace pas en transport en commun dans les grandes agglomérations, oui. Puis bien entendu dans les plus petites communes du pays également. Donc votre message, c'est de dire oui, l'avenir des mobilités passera forcément par la voiture, n'en déplaise à tous ceux qui pratiquent l'auto-bashing au quotidien. C'est ça l'idée finalement. Voilà. Alors comment est-ce qu'on conjugue tout ça finalement pour vous pour les prochaines années? Tout d'abord, il faut rappeler que la voiture, c'est un formidable moyen de locomotion depuis près de 200 ans pour l'homme. Ça, c'est une belle découverte que l'on a fait à l'époque. Et que c'est un moyen de liberté. Quand on a 18 ans, on a son permis de conduire, c'est une liberté ouverte qu'on a dans le monde. Et puis, quand on passe à la retraite et qu'on ne peut plus conduire, on nous enlève cette liberté. Donc, quelque part, obliger les gens à laisser leur voiture de côté, c'est leur enlever aussi une liberté individuelle qui est prisée par beaucoup d'automobilistes à aujourd'hui. Deuxièmement, il y a des solutions simples à mettre en place qui permettent, par exemple, et j'en parle dans mon livre, de conjuguer le pouvoir d'achat avec une démarche d'écomobilité. Par exemple, sur les véhicules récents qui sortent depuis 4 à 5 ans environ, vous avez des systèmes d'ordinateurs de bord qui permettent de vérifier, pour ne pas dire contrôler, l'utilisation de la bonne conduite par l'automobiliste. Oui. Il faut savoir, par exemple, pour donner un chiffre, que mal conduire, entre guillemets, sans avoir une démarche environnementale, c'est près de 20% d'usure de pièces supplémentaires que l'on procure sur son véhicule. Donc vous seriez prêt à, c'est ce que vous préconisez notamment dans cet ouvrage, c'est la constitution d'un bonus éco, un bonus à l'éco-conduite, c'est ça? Absolument. Mais qui prendra quelle forme alors exactement? On pourrait récompenser justement cette écomobilité qui permettrait à un conducteur d'avoir le réflexe éco-conduite dans ses déplacements, dans sa façon de conduire, et plutôt que de sans arrêt sanctionner, pénaliser l'automobiliste, c'est plutôt récompenser ceux qui ont une démarche écologique. Parce qu'il faut bien rappeler un point, Guillaume, qui me paraît important, c'est que la valeur d'un véhicule neuf a pris beaucoup en peu de temps. Oui. C'est 10 000 euros de plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans. C'est en moyenne 35 000 euros pour un véhicule électrique. Donc tout le monde est favorable à cette démarche environnementale. Sauf que tout le monde n'est pas en capacité de se l'offrir. Et un véhicule neuf, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Absolument. Il y en a une difficulté aujourd'hui sur les fameux critères 3, 4 et 5, qui concernent quand même un grand nombre d'automobilistes et qui malheureusement ne sont pas forcément les plus fortunés de tous, à qui on va imposer soit de changer de véhicule, soit de le réparer, mais à des valeurs très importantes qu'ils ne pourront pas financer également. Donc vous préconisez... Oui, allez-y, je vous laisse finir. Je disais aussi qu'on force les gens à quelque part dévier la loi. Par exemple, il y a près de 30% des gens aujourd'hui qui n'ont pas ou d'assurance auto ou d'assurance habitation. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de se la payer. L'entretien coûte cher, l'achat coûte cher, le financement coûte cher.
Et au bout du bout, ils ne peuvent pas suivre, même s'ils ont l'envie environnementale que tout le monde a aujourd'hui également. Donc vous préconisez la création d'un bonus éco pour l'éco-conduite. Vous parlez aussi d'une TVA réduite sur les réparations essentielles. Alors je me suis demandé quelle forme ça pourrait prendre également. La TVA réduite sur les réparations essentielles, qu'est-ce que c'est ? Bien, ça, c'est tout bon pour les réparateurs, je le conçois tout à fait, on est d'accord là-dessus. Hein. Oui, si ce n'est que c'est aussi un autre avantage, c'est que ça baisse la valeur nette des produits achetés, oui. Car l'entretien auto, c'est 7,5% de plus en valeur chaque année. Donc l'automobiliste ne le sent pas forcément, mais au bout du bout, quand il a fait réparer son véhicule, changer les pneumatiques, et on en change beaucoup chez Point S, eh bien, il se rend compte que la facture n'est plus du tout la même. On pourrait diminuer le taux de TVA sur des produits essentiels d'usure courante sur les véhicules pour permettre justement à l'automobiliste de ne pas attendre une usure extrême et en tout cas de mettre en péril sa propre vie et celle des autres automobilistes également. Oui. Votre bouquin n'est pas un brûlot anti-véhicule électrique, loin de là. Hein. Vous dites, voilà, on peut concilier écologie et progrès. Mais est-ce que c'est pas aussi, ce bouquin, le fait que quelque part, votre profession, celle de réparateur, a un petit peu de mal peut-être encore aujourd'hui à appréhender, à s'approprier cette révolution de l'électrique, difficulté à trouver du personnel, réparation beaucoup plus élevée. Où est-ce qu'elle en est, votre profession, par rapport à cette révolution de l'électrique aujourd'hui ? Alors que la vraie difficulté va être ce que l'on appelle l'accès à la donnée. Oui. En fait, les constructeurs tiennent et maintiennent dans leurs mains tout cet accès à des données technologiques, électroniques bien sûr, sur des véhicules embarqués. Et on arrive petit à petit aux véhicules autonomes également, donc ça va être encore plus accentué dans les années qui viennent, et n'ont pas forcément envie ou ne lâchent pas facilement tous ces éléments qui nous permettent de réparer un véhicule à aujourd'hui hybride, semi-électrique, voire totalement électrique. Vous avez la main-d'œuvre aujourd'hui vous avez la main-d'œuvre dont vous avez besoin dans les faits pour faire face à la demande de réparation de véhicules électriques, ou c'est encore un petit peu balbutiant ? On a la main-d'œuvre, il faut malgré tout la former, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas formés à ces nouveaux véhicules qui arrivent sur le marché, qui représentent pour l'instant que 3% du marché roulant, il faut aussi relativiser, mais qui vont prendre une ampleur importante. Donc nous, par exemple, on forme nos équipes sur de l'hybride électrique et du total électrique également, pour être capable d'intervenir sur ce qui sera le parc de demain, à savoir des véhicules électriques, ou sur d'autres également types de carburants. On ne parle pas trop des carburants bioéthanol et bioénergie également. Oui. Il peut y avoir aussi une conjugaison d'autres carburants que uniquement l'électrique pour demain. Oui. Vous parlez beaucoup du véhicule électrique. Alors à ce sujet, le bouquin, je rappelle, s'appelle « Laissez-nous rouler sans stress ». Vous racontez une anecdote dans votre bouquin concernant un garage que vous aviez, qui a disparu, qui est revenu dans le 3e arrondissement de Lyon avec des places de parking réservées à vos clients qu'on vous a fait retirer un petit peu dans l'urgence. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette petite histoire qui est assez symptomatique de ce que vous décrivez finalement ? Oui, pour faire course, les garages de centre-ville doivent rester. Ils sont beaucoup moins polluants, irritants pour le contribuable aujourd'hui aussi, il faut le remarquer. On a fait beaucoup d'efforts dans la filière automobile pour éliminer les déchets de ces garages. Ouais. Et dans le 3e arrondissement de Lyon, effectivement, on a un garage pour lequel la mairie lui a demandé de supprimer les places de parking devant son entrée, sur lesquelles il garait les véhicules réparés ou à réparer. Du coup, il fermait son entreprise, car ne pouvant plus réparer les véhicules, il ne pouvait plus continuer son activité. C'est logique. Il mettait en parallèle au chômage 6 personnes également, et tout ça pour construire un parc à vélo dans un endroit de Lyon où pas forcément beaucoup de vélos circulaient. Bon, il y a eu un aspect médiatique important développé. On a soutenu notre adhérent également à ce point de vente à ce sujet. Et la mairie est revenue sur sa position et a maintenu ce point de vente. Car il ne faut pas l'oublier, il y a une quinzaine d'années, les pouvoirs publics et les municipalités ont mis dehors des grandes villes les stations-service. Oui. Et sont en train d'essayer de faire pareil pour les garages. Or, il y a encore beaucoup d'habitants des grandes villes qui roulent en véhicule, qui n'ont pas que des transports en commun pour se déplacer. Oui. Et on les pousse à faire plus de kilomètres, donc à user plus de pièces de rechange, mais également plus de carburant, donc plus d'empreintes carbone également, en mettant les garages, comme les stations-service à une époque, en dehors des villes. Donc Voilà. c'est un effet un peu contre-productif. C'est ce que je mets en valeur également en les dénonçant dans mon livre également paru. Je voulais qu'on raconte cette anecdote qui est effectivement assez significative. Il nous reste 2 minutes, je voulais dire un mot de Point S, parce que j'ai vu effectivement, vous l'avez rappelé en début d'interview, 6500 centres de réparation dans une cinquantaine du pays. Je crois que vous avez ouvert du côté du Mali et de Taïwan, et vous dites on veut aller à 10 000 dans les prochaines années. C'est ça l'avenir de Point S ? 10 000 points de vente à terme dans le monde, c'est ça ? Absolument, répartis sur une centaine de pays. Donc c'est une enseigne française, donc c'est bien, totalement indépendant pour
pour le pays de savoir exporter également des savoir-faire français. On en a beaucoup qu'on exporte dans notre métier, mais dans d'autres également. En fait, l'idée, Guillaume, c'est de se rapprocher le plus possible de nos clients, des automobilistes d'aujourd'hui et de demain, parce que la proximité compte beaucoup dans notre métier. On sait que ce n'est pas forcément un plaisir d'aller faire changer ses pneus dans un garage. Nous, ce qu'on veut, c'est agrémenter en rapidité et en qualité également le choix d'un client qui viendra chez nous, en se rapprochant de son lieu de vie ou de son lieu de travail également. D'où le maillage important. On a près de 700 points de vente en France. Et comme vous le rappeliez, il s'ouvre à peu près entre 1 et 2 points de vente par jour dans le monde à nos couleurs. Donc on est très satisfait, mais on ne va pas s'arrêter là et aller chercher les 10 000 points de vente dans 100 pays dans les 5 à 7 ans qui viennent. Et diversification, je voyais l'entretien des activités. L'entretien, ça représente 40% de votre activité, c'est ça? Seulement 40% en fait. Seulement 40% aujourd'hui. 40%, on a beaucoup de pneumatiques également dans tout ça. Dans le monde, on vend près de 22 millions de pneus pour donner un chiffre concret, donc on est quand même un acteur important. Et puis on s'est diversifié sur le vitrage par exemple récemment. Donc on peut faire réparer ou changer son pare-brise chez nous. Encore une fois, dans l'objectif de garder ou faire obtenir au client un gain de temps dans sa présence dans nos centres pour optimiser et lui faire réparer un maximum de choses sans aller dans différents garages pour le faire. Vous êtes diversifié dans le vitrage parce que la sinistralité était en baisse ces dernières années, c'est ça le fond du problème, fondamentalement? Oui, mais pas que. On a une notoriété qui nous permet d'agir sur d'autres métiers que le pneumatique ou l'entretien, dont le vitrage fait partie. Et puis, on a un savoir-faire aujourd'hui. 250 points S en France font, réparent ou changent des pare-brises également. Et puis, il faut savoir qu'il y a un véhicule sur 4 qui rentre dans un atelier d'un garage, quel qu'il soit, qui ont un problème de vitrage. Donc, c'est aussi rendre service aux clients qui nous font confiance, de pouvoir changer ou réparer leur pare-brise quand ils viennent pour changer des pneus ou faire l'entretien de leur véhicule. Et ben voilà pour la diversification de POES. Voilà, 6500 centres de réparation dans une cinquantaine de pays. L'objectif, c'est d'aller chercher les 10 000 à terme. Merci beaucoup Christophe Rollet. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business, le directeur général de POES Group. Et puis on rappelle votre ouvrage, voilà, qu'on peut se procurer bien sûr. Laissez-nous rouler sans stress. C'est aux éditions Descartes et compagnie. Merci beaucoup Christophe Rollet. À très vite avec plaisir sur BFM Business.